Bonjour Kalina, Raskin, bonjour, bonjour à tous. On est absolument heureux de vous retrouver pour cette conférence action, chère Kalina, du défi biodiversité. Voilà. On va parler évidemment biomimétisme, on va parler bio-inspiration, même si le biomimétisme le dépasse, que j'ai réussi à comprendre dernièrement. On va un peu parler du défi. Et puis, on va voir comment la question du biomimétisme, eh bien, finalement, peut intéresser aussi des entreprises plus petites, notamment dans le cadre du défi que nous avons lancé. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de la discussion qui s'annonce passionnante avec toi, je crois que Quentin avait quelques nouvelles à nous partager sur le défi biodiversité. C'est exact, Quentin? Tout à fait. Alors, je connecte mon micro. Bonjour tout le monde. Je vais vous rappeler rapidement déjà ce qu'est le défi biodiversité. Il a pour ambition fondamentale de replacer l'économie au service du vivant. Comme les autres défis citoyens développés par Engage, il est le fruit d'un travail conjoint entre les citoyens, les entreprises, les associations et les médias. Le défi s'incarne aujourd'hui dans deux projets. Le premier, c'est une campagne de sensibilisation des sphères économiques et entrepreneuriales aux enjeux de la biodiversité. Dans ce sens, on a déjà lancé deux initiatives. La première, c'est la formation La biodiversité, c'est nous, sur l'application Teachhonors. On va vous mettre le lien dans le chat si jamais vous voulez la télécharger. Une petite formation de 30 minutes pour le grand public. Et puis, nous avons lancé en mai une consultation citoyenne qui s'appelle Replacer l'économie au service du vivant sur la plateforme Civocratie. Nous prévoyons de lancer d'autres initiatives tout le long du défi pour continuer cette campagne de sensibilisation. Et puis, le deuxième projet de ce défi, c'est l'accompagnement de 10 entreprises dans leur transformation en alliés de la biodiversité à travers des conférences actions, comme ce qu'on fait actuellement, des ateliers et des temps de formation. Le début de cet accompagnement débutera en octobre et durera 10 mois, jusqu'à juillet 2021. Et l'appel à candidature pour les entreprises de moins de 500 salariés est jusqu'au 14 septembre. On va vous mettre tous les liens dans le chat si jamais vous voulez candidater. Voilà pour les Alors, actualités. voilà. Merci Quentin, c'est extrêmement clair. Merci et bravo. On est ravis de t'accueillir, Kalina, parce que Ravi d'être là, merci. et ravi aussi que le CBio soit partenaire dorénavant de ce défi. Ravi aussi de voir que on est beaucoup sur ce webinaire, il y a beaucoup d'inscrits, ce qui montre, je crois, que la biodiversité commence, allez, j'allais dire enfin, peut-être un peu méchant, mais enfin à intéresser le grand public et enfin à rentrer peut-être autant que le climat, peut-être dans les sujets de préoccupation des Français et pourquoi pas des entreprises. Alors, au début, pour initier en fait ce dialogue avec toi, puisqu'il y aura deux parties, tu sais, je t'interviewe pendant 30 minutes, puis après les auditeurs pourront poser leurs questions directement. Pourquoi, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans cette marmite du biomimétisme en fait? Pourquoi cette passion, c'est une passion pour toi? Alors oui, c'est clairement une passion. Ça va faire une dizaine d'années maintenant que je suis investie dans le domaine et donc ça va faire plus longtemps encore que je suis cette thématique-là et que je suis tombée là-dedans. D'abord, je pense un intérêt de toujours euh, pour la biodiversité, pour le vivant. Parce que dans mon cadre familial, il y avait beaucoup de passionnés du vivant et qui me l'ont transmis. Mmh. Donc déjà, je pense qu'il y avait cette connexion, on va dire, intellectuelle et cette appétence pour le vivant. Puis ensuite, je pense que c'est aussi parce que j'ai eu un parcours scientifique pluridisciplinaire que j'ai cultivé et c'est parce que j'ai eu ce parcours pluridisciplinaire que pendant mes études, j'ai pu découvrir du point de vue scientifique tout l'intérêt de la bio-inspiration sous un angle purement scientifique. Et puis, progressivement, ma conscience écologique, pareil, j'ai aussi un contexte familial qui faisait que j'avais déjà une certaine sensibilité, mais on va dire cette volonté de m'engager professionnellement aussi dans la transition écologique m'ont fait voir la bio-inspiration et le biométisme autrement, notamment au travers d'un ouvrage un petit peu fondateur dans le domaine, qui est l'ouvrage de Janine Binus, Biomimétisme, qui a été publié dans les années 90. On va le mettre dans les liens. Oui. Voilà, et qui, c'est pas du tout la première à avoir parlé de biomimétisme, mais c'est la première à avoir fait le lien réellement, ou en tout cas avoir écrit un ouvrage complet sur l'opportunité que pouvait représenter le fait de s'inspirer du vivant
pour la transition écologique. Et donc là, ça a été vraiment un déclic. Je me suis dit, ah bah tiens, non seulement ça m'intéresse énormément scientifiquement, intellectuellement, mais en plus, ça répond à des convictions profondes et à une volonté profonde de m'engager dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que je me suis engagée dans le biométisme, d'abord en étant bénévole à temps plein dans une ONG qui s'appelait Biométrie Europa. Et puis de fil en aiguille, voilà, il y a eu des premiers postes dans des structures publiques qui se sont créées sur le biométisme. Voilà, Paris Région Entreprise notamment, c'est ça? Ouais. Paris Région Entreprise, tout à fait, qui est l'agence régionale d'innovation pour l'Île-de-France. Et puis, j'ai suivi de près, et j'avais été contactée dans le cadre de mes fonctions, du coup, par le projet CEBIOS, dans son stade embryonnaire. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à la tête du CEBIOS pour déployer ça à plus grande échelle. Voilà. Très rapidement, le CEBIOS, c'est quoi? Le CEBIOS, aujourd'hui, notre raison d'être, c'est d'accélérer la transition écologique par le biomimétisme et la bioinspiration, donc en prenant le vivant comme nouveau modèle de référence. Et donc, on vient bien faire converger à la fois une approche qui se veut au-delà de la métaphore, qui se veut vraiment validée scientifiquement parlant, d'une part, de cette inspiration de la biodiversité pour repenser nos processus de fabrication, nos processus de réflexion et de conception au sens large du terme de nos produits. Cette profonde volonté de faire converger ça avec les enjeux de la transition écologique et les grands piliers, on va dire, du développement durable. Et donc le CEBIOS, aujourd'hui, on est à l'interface entre le monde académique scientifique, le monde économique industriel et le monde institutionnel, notamment l'État, ou les représentants de l'État sur le territoire. Et notre travail est de faire en sorte de comprendre quels sont les apports de chacun, les besoins de chacun et les leviers à actionner pour que tout ça fonctionne. Et donc voilà, on a différentes actions qu'on pourra redétailler par la suite. Bien sûr, Pélina. Petite, juste souci technique, est-ce que tu pourrais poser ton ordinateur fixement parce qu'il n'arrête pas de bouger et j'ai peur que ça peut être un peu… Sur les genoux et je bouge. Voilà. Vous allez avoir le mal de mer. Okay. Voilà, merci beaucoup. C'est beaucoup mieux. Du coup, tu as parlé déjà, tu as évoqué, on va dire, la bio-inspiration, le biomimétisme. Quelle est la différence entre les deux acceptions de ce domaine? Et puis, finalement, le biomimétisme, c'est quoi et pourquoi c'est si relié au développement durable, en fait? Alors, je vais vous donner la définition du biomimétisme et de la bioinspiration telle qu'elle a été actée par un travail collectif à l'échelle internationale dans le cadre de la norme ISO. Ça ne veut pas du tout dire que malheureusement, ça fasse consensus dans la pratique, mais je vais vous donner moi cette définition-là qui est celle qu'on essaye de respecter dans notre activité et dans nos actions. La bioinspiration, on va dire, c'est s'inspirer du vivant au sens très large du terme, y compris dans le domaine justement artistique, l'art nouveau. C'est de la bioinspiration, voilà. Mais il n'y a pas forcément de fondement scientifique à s'inspirer. Donc, typiquement, l'esthétisme ou l'art. Le mot la biomimétique, en tant qu'approche scientifique, c'est, pour simplifier, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est pour simplifier, c'est un sous-ensemble de la bioinspiration qui suppose une observation approfondie du vivant, sa compréhension scientifique et sa transposition dans un autre domaine. Donc ça, c'est la biomimétique. Et on propose que le biomimétisme soit la convergence à la fois entre cette approche scientifique et la prise en compte du cahier des charges du vivant. Donc on va un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on regarde aussi finalement les contraintes auxquelles sont soumises le vivant et la façon dont il s'est adapté à ces contraintes, qui sont finalement des solutions de développement durable. La sobriété en termes de ressources, matière, énergie, les processus de fabrication doux, une gestion extrêmement efficace et pourtant sobre de l'information. Ce sont des choses qu'on voit dans toutes les espèces vivantes et qui peuvent servir effectivement d'inspiration. Donc, on ne va pas juste copier une spécificité technique, ça c'est la biomimétique. On va aussi essayer de prendre tout le cahier des charges, c'est-à-dire non seulement on va regarder le résultat, mais on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce résultat-là et ce choix-là, entre guillemets, au cours de l'évolution. Et on va s'inspirer aussi de ce cahier des charges complet. Donc, le biomimétisme, c'est bien la convergence entre à la fois une approche scientifique et une approche de soutenabilité. Et alors, justement, si, je crois qu'on a mieux compris, merci, ce que c'était que le biomimétisme, et en quoi ça peut aider le monde économique? Alors aujourd'hui,
Le monde économique, Les entreprises, peut-être. oui, toutes les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui, on travaille avec un nombre croissant d'entre elles, elles viennent s'intéresser au biomimétisme, à la fois parce que ça peut apporter des solutions techniques là où potentiellement on a fait un peu le tour. Ça peut apporter des solutions techniques lorsqu'il y a des contraintes réglementaires, notamment des contraintes réglementaires liées justement à des enjeux de transition écologique et de développement durable, de substituer typiquement certains composés chimiques qui ne sont pas forcément souhaitables et qui sont progressivement interdits par la législation. Et donc on se dit, le vivant, il arrive à faire des choses similaires et sans produits toxiques dangereux. Les entreprises, de plus en plus, je dirais pas ça, il y a 5 ans, quand on a démarré le CBIOS, il y avait surtout beaucoup d'intérêt biomimétique, donc vraiment une approche purement technique. Là, on sent de façon croissante un intérêt justement de faire converger à la fois les enjeux de cahier des charges, développement durable et de performance technique par ailleurs. Et c'est pour ça que souvent, dans toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, quasiment, on a à la fois les départements de R&D qui sont impliqués et les départements de développement durable. D'accord. Et les départements stratégiques, non? Parce qu'il y a une dimension financière, non, derrière aussi. Alors, souvent, la porte d'entrée, ça dépend. Une fois de plus, pareil, il y a une très forte progression. Au début, c'était les départements de R&D ou les départements de développement durable. Maintenant, c'est les deux. Et comme c'est les deux et que ça commence à marcher, il y a la stratégie qui s'en mêle. Et il suffit qu'il y en ait un ou deux qui se positionnent à l'échelle stratégique pour que ça donne l'idée à d'autres entreprises de l'adopter aussi dans leur démarche stratégique. On a notamment des groupes de la cosmétique aujourd'hui qui vraiment l'intègrent dans leur démarche stratégique, et des groupes de l'énergie, des acteurs de l'énergie qui commencent à l'adopter au plus haut niveau dans l'entreprise, au niveau de la stratégie. Est-ce que tu peux nous donner un exemple marquant, symptomatique, symbolique, si tu veux, d'une démarche de biomimétisme que tu aurais mise en place avec une petite ou une grande entreprise pour qu'on puisse comprendre vraiment comment ça s'insère concrètement dans la vie d'entreprise, dans ses produits, dans sa gouvernance, je vais essayer de vous en parler. Et en même temps, malheureusement, quand ça marche et que ça marche bien, et comme c'est des enjeux stratégiques, c'est confidentiel. Sans dire le nom à la limite. Mais même sans dire le nom. Alors, je vais vous parler par exemple, de ces deux structures qui aujourd'hui mettent en place réellement des démarches extrêmement ambitieuses. Alors, par exemple, avec RTE, donc Réseau de transport en électricité, en partenariat avec d'autres structures, notamment l'Institut des futurs souhaitables que vous connaissez bien, et des designers qui s'appellent le cabinet de design spécialisé dans le biométisme qui s'appelle Big Bang Project. On a travaillé avec RTE à essayer de réfléchir à optimiser les lignes de vie marines, donc ces lignes de vie qui doivent qui traversent les océans, c'est ça. Relier les plateformes éoliennes qui vont se développer. Et il y a plein de problèmes liés à ces développements de ces lignes de vie marine. C'est plein de problèmes ou d'opportunités à saisir, en se disant on va implanter une infrastructure finalement sur le plancher marin. Et par exemple, RTE est extrêmement intéressé à réfléchir à comment faire en sorte que ces infrastructures, elles servent d'accueil à la biodiversité. Et donc, on va, soit nous, soit en partenariat avec d'autres acteurs, comprendre finalement quels sont les facteurs favorables à l'implantation de la biodiversité sur ces structures-là, et essayer de réfléchir avec eux comment ces infrastructures peuvent adopter des architectures ou des structures biomimétiques pour pouvoir accueillir de façon extrêmement favorable la biodiversité. Donc ça, c'est un premier exemple d'illustration. Il y a un autre sujet sur ces lignes de vie marine, c'est que inversement, il y a la biodiversité, surtout en mer, adore se fixer sur un objet immergé. Et donc, du coup, il y a des enjeux pour travailler sur éviter l'encrassement de ces structures, c'est-à-dire l'encrassement ou l'agrégation, c'est un mauvais mot pour parler de la biodiversité, l'encrassement, mais du point de vue de l'industriel, c'est de l'encrassement, d'un point de vue purement matériel. Donc, comment éviter ce qu'on appelle le fouling, donc c'est l'accrochage finalement de plein d'espèces sur la ligne de vie marine. Et donc, on est allé, avec RTE et l'ensemble des partenaires que j'ai cités, explorer un petit peu quelles sont les stratégies dans le vivant, notamment des organismes marins, pour éviter d'avoir des choses qui se fixent sur leur dos. Donc, comment les requins font, comment certains poissons font. Et donc, on a comme ça balayé toute une série de stratégies, et on est en train de voir lesquelles, on n'a pas fini ce projet, on est en train de voir lesquelles pourraient être sélectionnées pour aller plus loin et être développées pour éviter finalement à la fois permettre à ce câble d'être sous l'eau et
soit limiter, soit pouvoir contrôler un minimum l'accrochage des espèces sous l'eau. Et ce, sans produits bien sûr chimiques dangereux ou de peintures chimiques dangereuses telles que le font d'autres acteurs et d'autres secteurs, notamment nautiques. Donc ça, c'est un premier exemple typiquement de la façon dont on a fait. Et puis pour montrer que ça monte à un niveau plus stratégique, donc là, on vient de signer un partenariat sur plusieurs années avec RTE pour pouvoir vraiment amplifier cette démarche d'approche du biométisme dans la R&D de RTE et donc répliquer un peu le même genre d'approche sur plein d'autres projets. On a un autre partenaire, je vous disais, de la cosmétique, donc c'est L'Oréal, qui travaille, qui est vraiment en train de faire des efforts considérables et réels et sincères sur leur transformation dans le contexte de la transition écologique. Et ils ont inscrit le biométisme vraiment dans un axe stratégique de la R&D. Et ils ont créé une cellule qui s'appelle Biomime Reflex. Donc, comment demain, l'ensemble des acteurs concepteurs chez L'Oréal créent leur propre cellule pour acquérir ce réflexe du biomimétisme. Et donc, à chaque fois qu'ils ont une problématique à résoudre, où il faut faire converger problématiques écologiques et problématiques de performance de leurs produits, voire repenser complètement certains de leurs produits ou l'usage de leurs produits, comment penser biomimétisme en fait. Voilà des exemples d'applications concrètes. Quand une entreprise vient te voir, ou si elle devait venir te voir, quel est le bon chemin pour mettre en place le biomimétisme à l'intérieur là, tu m'as cité pour l'instant plutôt des grosses entreprises. C'est quoi le process? Alors, en général, ce qu'on fait, c'est que on identifie plusieurs sujets qui peuvent être des sujets candidats intéressants pour démarrer, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain d'adopter le biomimétisme dans une entreprise, il faut le faire progressivement. Donc, on va... déjà, j'ai envie de dire, mais ça c'est trivial, c'est vrai partout, les sensibiliser, les préformer un petit peu pour qu'ils comprennent bien le contour de l'approche, tout ce que ça peut couvrir, tous les champs d'application, les stimuler pour que des idées de projet plus particuliers leur viennent, sélectionner un ou deux projets d'intérêt, et puis on démarre comme ça, on teste sur un ou deux projets. Et puis, si c'est suffisamment prometteur, effectivement, ça prend de l'ampleur et progressivement, ça monte dans les strates de l'entreprise, dans la stratégie de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est tout simplement, on forme, on sensibilise, on pré-identifie et pré-filtre quelques premiers sujets clés. On expérimente sur un ou deux ou trois en fonction de l'entreprise projet. Et puis, dès que ça prend un peu d'ampleur, on monte à un niveau un peu plus stratégique. Et ce qui est très important, c'est personne ne peut faire du biomimétisme tout seul. Donc déjà, il faut accepter, et c'est pas toujours facile dans toutes les entreprises, de mélanger les équipes, de mélanger les profils et de se doter de profils nouveaux. Nous, typiquement, on travaille énormément avec les designers. Les designers ont la capacité de stimuler considérablement la créativité et d'agréger de la pensée complexe. Or, le biomimétisme, c'est de la pensée complexe, c'est des connaissances complexes. Donc ça, c'est multidisciplinaire par essence, en fait. Pardon ? C'est multidisciplinaire par essence, tu dirais ? C'est multidisciplinaire par essence. Alors, les designers me tueront si je prends cette analogie, mais en général, les gens comprennent. Comme si vous voulez faire un bâtiment sans l'architecte. Quand vous faites de la conception d'une maison, vous pouvez avoir tous les ingénieurs autour de la table, l'usager final qui a toutes ses idées. Si vous n'avez pas un architecte qui comprend bien les contraintes, comprend bien les projections des uns et des autres et qui est capable de vous faire un premier dessin sur lequel vous allez vous projeter, sur lequel vous êtes en capacité de le remodeler pour arriver jusqu'au projet final, on voit bien que ça ne peut pas marcher. Le designer, pour moi, c'est un peu le même rôle dans un projet. Le problème, c'est que quand on fait du biomimétisme, on apporte des données biologiques. Donc, on peut sortir, nous, 100, 150 modèles biologiques d'intérêt pour une entreprise qu'on va venir classer avec eux. Mais souvent, l'ingénieur en face, c'est un peu la poule qui trouve le couteau. Il se dit « Ah, c'est super tout ça !» mais je ne sais pas vraiment quoi en faire. Et donc, si vous avez le designer au milieu, lui, il invente typiquement le champ des possibles et ce qui serait possible de faire. Et là, à partir du moment où il dessine des premiers concepts, là, tout le monde arrive à se projeter. Donc, arriver à stimuler, structurer cette créativité, ça, c'est extrêmement important. Composer les bonnes équipes et puis s'adosser à un réseau de compétences académiques, start-up, PME, les petites entreprises qui peuvent avoir des solutions et qui peuvent du coup venir en fait être agrégées autour de cela. D'autres grands groupes industriels, c'est intéressant de voir par exemple sur le packaging et l'emballage, on arrive à faire bosser
plein de concurrents entre eux parce que c'est tellement un enjeu majeur pour l'ensemble de ces acteurs-là qu'on arrive à faire bosser sur packaging et biométisme des acteurs entre eux. Donc voilà, donc c'est vraiment plein de composantes imbriquées les unes avec les autres, mais les facteurs clés, c'est la pluridisciplinarité, des facilitateurs qui savent faire ça très bien et travailler en équipe interne, externe et en réseau. Voilà. Donc, l'alliance à tous les niveaux. Du coup, me vient une question en t'entendant. Je me dis, super, le biomimétisme, mais ça doit coûter une fortune. Non, est-ce le qu'on peut faire de biomimétisme. la biomimétisme à la Navirajou, frugal, d'une certaine façon? Alors, on peut faire du biomimétisme frugal parce que y a de la bio-inspiration. Alors, enfin, j'ai pas tous les chiffres de développement, mais on peut faire alliance avec le vivant aussi directement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de développer tout un système technique extrêmement complexe, faire des années et des années de R&D. Il peut très bien arriver que les solutions en fait soient déjà disponibles, soient facilement exploitables parce qu'il y a déjà eu un travail remarquable qui a été fait et qui a tout simplement pas été révélé. Donc ça peut, dans certains cas, aller très vite parce que les solutions sont déjà existantes. Donc on peut tout simplement adapter une solution existante dans la bio-inspiration. Et c'est l'enjeu en fait aussi pour nous, et on a des actions en faveur de cela, d'accélérer des nouveaux projets dans le domaine du biométisme pour qu'il y ait de plus en plus de solutions disponibles et que donc du coup forcément le coût de développement soit moindre. Donc ça c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect, comme je disais, c'est que on peut aussi faire alliance avec le vivant et certaines stratégies d'ingénierie écologique où on va venir tout simplement assembler des espèces vivantes entre elles pour arriver à un système d'ingénierie écologique. Je vais donner un exemple tout de suite. Peuvent être des façons aussi à moindre coût d'avoir des approches bien inspirées. Je donne un exemple par exemple, Suez Environnement a développé une zone de phytorémédiation. Tu peux expliquer, s'il te plaît? Pardon, excuse-moi. C'est des zones en fait de dépollution, voilà, des zones de dépollution de l'eau en aval de certaines de leurs stations d'épuration. Il faut voir que les stations d'épuration aujourd'hui, elles captent pas 100% des polluants. Des fois, il peut rester des micro-polluants dans l'eau. Et plutôt que de développer des technologies extrêmement complexes pour les capter, ils ont plutôt essayé de comprendre comment ces micro-polluants, qui par ailleurs se retrouvent dans la nature, sont captés justement par la nature. Et ils ont reproduit en fait des zones humides en aval des stations d'épuration. Donc, ils ont bien compris en fait comment fonctionnait l'ensemble de ces espèces et donc ils ont réagrégé en aval d'une station d'épuration toutes les espèces nécessaires à l'implantation et l'installation d'une zone humide entre guillemets artificielle, mais qui progressivement devient naturelle. Et donc, ils n'ont pas eu besoin de faire des filtres complexes pour le faire. Ils ont vraiment mis en place une zone humide artificielle. Ce qui a plein d'autres co-bénéfices, évidemment, c'est de réintroduire la biodiversité, de réinstaurer des zones humides qui sont un enjeu crucial, on le sait, pour la biodiversité, et qui par ailleurs, ont plein d'autres co-bénéfices, évidemment, aussi de bien-être pour les riverains, parce que c'est quand même plus agréable d'avoir une zone humide à côté de chez soi qu'une usine de traitement. Donc voilà, typiquement, c'est potentiellement plus frugal que le développement d'une solution technologique plus complexe, et en plus, ça a plein d'autres co-bénéfices. Après, nous, on travaille aussi pour rendre cette méthode plus accessible. On travaille aujourd'hui à se doter en France d'outils, de plateformes qui permettent des mutualisations de moyens et qui donc, par la mutualisation, permettent de réduire en fait les coûts. Donc, on essaie de travailler actuellement sur des plateformes et des outils qui permettent de faire des expérimentations communes et donc qui limitent les outils qui du coup permettent à des PME qui sont plus petites et qui ont plus difficilement accès à du biométisme et à des recherches poussées, d'avoir accès à des plateformes où ils peuvent prendre un service plutôt que de développer toute la R&D eux-mêmes. C'était ma question. Tu me l'as pas. J'ai répondu très tard, pardon. Non, très bien. Du coup, une autre question. Tu sais que dans le cadre du défi biodiversité, on veut accompagner 5 à 10 entreprises de tout secteur, petites entreprises, à se réconcilier avec le vivant, à régénérer le vivant, à se mettre au service du vivant plutôt qu'à le détruire, à être prédateur. Une entreprise qui se mettrait au service du vivant ou en lien ou en résonance avec le vivant, pour toi, ça veut dire quoi? Pour moi, déjà, c'est une entreprise qui resensibilise et reconnecte ses salariés au vivant. Et je pense que quand on part de là, déjà, on franchit un cap considérable avant même de rentrer dans de la R&D du développement. Déjà, rien que faire changer de regard ses propres salariés sur le vivant, c'est un énorme catalyseur. C'est un énorme levier de créativité, surtout dans le domaine du biométisme.
Et je vois de façon très simple, nous, des fois, on embarque les entreprises, les salariés des entreprises en milieu naturel, soit dans la forêt, soit dans la grande galerie Aller des cueillir des champignons, voilà, oui. et les yeux brillent, en fait, Ouais. parce qu'on leur change complètement le regard sur le vivant. Ils portent le regard du concepteur sur le vivant, ils commencent à se poser la question, mais tiens, c'est vrai que cette plante-là est pas pareille que celle d'à côté, c'est des adaptations différentes. Mais c'est super intéressant. Et en fait, ils nous écrivent après et ils nous disent, mais en fait, ça a complètement changé mon regard sur le vivant, je l'observe plus du tout de la même manière, il y a un émerveillement qui se met en place. Ouais. Et à partir de là, voilà, on part sur une toute autre vision du vivant et toute autre relation au vivant. Donc moi, je suis assez convaincue que Je partage ça totalement. je n'irai pas jusqu'à la formation, mais au moins une sensibilisation de l'ensemble des salariés. Oui, renouveler, retisser le lien avec le lieu, en fait. Retisser le lien avec le vivant, à la fois sensoriel, émotionnel, voilà, mais aussi intellectuel. Et c'est, je pense, une des opportunités qu'offre le biométisme aussi. D'accord. Et est-ce que tu te dirais que, c'est mon impression, que cette sensibilisation ou que ce travail sur le lien entre entreprise et vivant progresse aujourd'hui? Tu sens des petites étincelles ou tu es plus sceptique? Si, moi je sens réellement une progression qui est jamais aussi rapide que celle qu'on espérerait tous au regard de la catastrophe en marche. Mais si clairement, ne serait-ce que moi je vois la progression, c'est qu'il commence à y avoir dans les entreprises des postes dédiés sur la question de la biodiversité. Et ça a commencé déjà il y a quelques années, mais on voit bien que de plus en plus, cette question de la biodiversité rentre même dans les fiches de poste en fait, des entreprises. Donc là, on se dit que quand même, ça progresse. Il y a encore énormément de progrès à faire sur la mise en œuvre réelle et les ambitions réelles que se fixent les entreprises. Mais rien que ça, je pense que c'est déjà un signe important. Donc oui, moi je tendance à dire que ça progresse énormément. Je pense que le biométisme, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est un catalyseur pour cette prise de conscience et pour cette intégration de la biodiversité. C'est vrai que je pense que beaucoup d'entreprises ne sont pas forcément voient pas forcément le lien entre leur activité et la biodiversité. Parce qu'elles ne vont pas être dans des secteurs d'activité qui vont avoir un impact évident, comme le secteur de l'agriculture, comme éventuellement le secteur de la construction. Et c'est vrai que du coup, par ces approches de biomimétisme, entre autres, c'est une porte d'entrée qui est une porte d'entrée intéressante parce que toute entreprise peut se sentir potentiellement concernée par cette question de la biodiversité. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, ça se répercute sur l'enjeu de sa conservation et de sa restauration. Excessivement clair. Merci, Kalina. On va passer à la deuxième partie. Donc, je vais vous appeler, chers auditeurs engagés, à lever la main, appuyer sur le lever la main si vous avez une question à poser directement à Kalina. Mais il y a une question que j'ai vue passer déjà que je trouvais extrêmement intéressante, inattendue d'une certaine façon. C'est est-ce que le biomimétisme permet aussi de travailler sur, on pourrait appeler ça les savoir-être à l'intérieur de l'entreprise, sur les liens, sur la façon dont les organisations, on travaille ensemble, oui. Les organisations. Oui, organisation, mais aussi le comportement, le soft skills d'une certaine façon. Alors, c'est une question assez récurrente et de plus en plus fréquente. La difficulté qu'on a aujourd'hui, malheureusement, si j'interprète bien la question, c'est qu'on a finalement, je dis bien malheureusement, très peu d'études approfondies sur le lien entre les sciences humaines et sociales, les sciences du comportement animal, au sens très large du terme, et l'écologie et la compréhension des fonctionnements des écosystèmes au sens très large du terme. Donc, il y a malheureusement assez peu de liens disciplinaires entre ces disciplines-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très souvent dans la métaphore et souvent dans la métaphore qui nous arrange. Parce que je vous assure qu'on peut tirer potentiellement ce qui, philosophiquement ou moralement, nous semble être le plus souhaitable en s'inspirant du vivant, tout comme on peut faire le pire. Hein. Des modèles de dictature dans le vivant, il y en a. Des modèles patriarcaux, purs, 100% patriarcaux dans le vivant, il y en a. Tout comme il y a aussi des modèles 100% matriarcaux dans le vivant. Donc, en fait, on peut un peu tout raconter. On peut raconter un peu tout ce qu'on veut si on ne fait pas les choses proprement. Et ça peut être dangereux. Donc, ça nécessite en fait un travail assez poussé pour essayer de comprendre quelles sont réellement les bonnes analogies, les bons niveaux d'analogie qu'on peut avoir entre un système
biologiques vivants et les sociétés humaines. Toute une série de comportements sont visibles dans le vivant et sont conditionnés par le milieu de vie, par les modalités de vie de ces organismes-là, par les contraintes de reproduction. Donc, il y a toute une série de contraintes qui expliquent pourquoi telle ou telle espèce adopte ce comportement-là. Et donc, faire une transposition directe, ce n'est pas forcément évident. Donc, je pense que c'est réellement un sujet extrêmement intéressant, intuitivement, et plein de gens de plus en plus commencent à s'y intéresser. Par contre, ça nécessite de le faire très précautionneusement, parce que la métaphore est facile, et elle peut très bien ne pas aller dans le bon sens. Ok, très clair. Laura, est-ce que ou Laetitia, je ne sais pas qui fait ça, est-ce que vous auriez la gentillesse d'ouvrir le micro de Marika, qui veut poser une question? Voilà, il y a toujours un tout petit décalage dans le temps, mais voilà, Marika apparaît. Marika, tu peux poser ta question en direct. Vas-y, je t'en prie. Il faut juste ouvrir ton micro. Si tu es là, Marika. Marika? Oui, voilà. Voilà, Marika. C'est bon. Vas-y, je t'en prie, on t'écoute. Alors, juste une question. Est-ce que le CBIOS a des actions déjà en direction des plus jeunes et des scolaires? Tout à fait. D'accord. Alors, tout à fait. Donc, nous, on travaille aujourd'hui. Alors, on travaille soit en réseau. On a priorisé, je vais vous expliquer pourquoi. On a priorisé dans nos premières actions l'enseignement supérieur. Je vais vous dire pourquoi. Ouais. Donc, on travaille avec une 50aine d'établissements d'enseignement supérieur pour la création et l'articulation de contenus pédagogiques en faveur du biométisme. Donc, on intervient dans un grand nombre d'écoles d'ingénieurs et d'universités. Il y a des premiers masters qui ont été créés cette année en 2020. Et en fait, la raison pour laquelle on a démarré par l'enseignement supérieur, c'est qu'en fait, ça fait des années qu'on a des collégiens, des lycéens qui nous disent « mais le biométisme, ça nous intéresse beaucoup ». Et en fait, après, il n'y a plus de cursus pour les accueillir alors que ça les intéresse beaucoup. Donc, on s'est dit « il vaut mieux commencer par l'enseignement sup ». Il vaut mieux commencer par l'enseignement sup, comme ça on a des cursus. Et puis après, on encourage les plus jeunes à rentrer dedans. Et donc, en fait, il y a des actions avec les scolaires. On a fait des interventions avec les maisons des sciences. On a fait des interventions avec. On a une convention partenaire avec les Saventuriers. Il y a des structures qui se sont entièrement dédiées. Futur en herbe, par exemple, c'est dédié à la sensibilisation aussi des scolaires sur le biométisme. ConfKids. Enfin, voilà, il y a plein d'acteurs aujourd'hui de la sensibilisation des enfants. À la biodiversité et à la transition écologique qui du coup intègrent le biométisme dans leur approche. Et puis je profite de la sensibilisation plus grand public et plus jeune pour vous dire qu'il va y avoir une exposition permanente sur le biométisme à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Elle aurait dû ouvrir au mois de mai, mais finalement elle n'ouvre qu'au mois de septembre. On était bien sûr partenaire de cette exposition. Ouais. Et on est vraiment sur comment le vivant devient un nouveau modèle de développement. C'est ça. D'accord. Il va y avoir de quoi sensibiliser un grand nombre de familles et d'enfants sur ce sujet-là pendant plusieurs années. Merci Marika. Merci beaucoup. Merci à toi ou à vous. On va prendre la question de Richard Lecourt. Ça s'ouvre. Oui, je crois que ça. Hop, Richard. Le voilà. Richard, nous sommes à toi. Ah. Alors, je profite en attendant que Richard, si vous permettez, se connecte, parce que je ne peux pas m'empêcher de regarder les questions qui arrivent. Il y a eu des questions un peu frustrées sur donnez-nous des exemples, et c'est vrai que du coup, on n'a pas eu. Oh, tu en as donné quand même. Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein, et je vous encourage à aller regarder je pense que Laetitia pourra mettre le lien, ce qu'a fait un de nos collègues qui s'appelle Biomime Review. Donc, c'est une 150 fiches. Sur des exemples de biométisme avec le modèle biologique et l'application. Donc, vous pouvez regarder Biomime Review. Je pense que Laetitia pourra mettre le lien. Et comme ça, vous aurez plein d'exemples sur le sujet. Et il y a plein d'autres ressources et plein d'autres. Si vous allez sur les ressources de la page ressources de CBIOS, vous avez plein de films, de vidéos, de rapports avec plein d'exemples de biométisme dedans. Merci, super, très utile. Richard, le micro est à toi. Ça y est, j'ai trouvé le son et l'image. Bonjour déjà, merci Jérôme et Kalina de me donner la parole. En fait, j'ai une question, c'est que le biomimétisme, c'est quelque chose pareil qui me passionne depuis pas mal de temps, pour mon engagement notamment
dans le développement durable et tout ce qui est bio, notamment pour le côté agricole. Et notamment la faune et la flore africaine, quand j'étais petit, me passionnaient. J'ai suivi ça pas mal de fois. Il y a un truc que j'ai découvert dernièrement, là, dans une émission. Bon, déjà, à préciser, moi, je viens du milieu du bâtiment, donc professionnellement, où j'ai pu notamment participer au développement de l'isolation des bâtiments, tous les problèmes énergétiques qu'on a aujourd'hui. Et en Afrique, notamment, je crois au Zimbabwe, Tout à fait. on a découvert le secret des termites, avec des termitières qui font, je crois, jusqu'à 10 mètres de haut, par des températures qui montent jusqu'à 50 degrés au soleil. Et dans la termitière, on a 18-20 degrés en permanence. Et on a découvert que ces fameuses termites, elles étaient bien plus fortes que nous. Plutôt que d'utiliser des climatisateurs, de l'énergie fossile pour pouvoir se refroidir, elles utilisent des courants d'air, tout simplement. Elles ont trouvé le moyen de faire entrer l'air à la base de la termitière, la faire ressortir en l'air en haut avec des petites ouvertures adaptées. Et puis à l'intérieur, je ne sais plus exactement quelle technologie naturelle elles utilisent. En tout cas, la termitière reste tempérée. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui, je sais qu'en Afrique, on a commencé à faire certains bâtiments comme ça. Pourquoi aujourd'hui en France, on ne l'utilise pas? On pourrait poser la question à Fabrice Bonifay, qui a été intervenu dans les Engage Calls de Bouygues. C'est vrai que j'aurais pu, mais bon, il y avait tellement de sujets abordés, j'ai pas eu le temps. Il y a des résonances. Kalina, ta réponse là-dessus? Alors, la raison pour laquelle ça se développe moins bien, c'est pour des raisons, entre autres, réglementaires, pour des raisons de sécurité incendie, par exemple, typiquement. C'est une des raisons pour lesquelles, mais néanmoins, ça commence à revenir, hein, ça commence à arriver. Et effectivement, ces systèmes de ventilation naturelle inspirés des termitières commencent à percoler ailleurs. Les raisons, moi, qui m'ont été évoquées par le domaine de la construction, c'est les enjeux réglementaires incendie français. Néanmoins, je vous dis, il y a des analogues ou des adaptations de ça qui commencent à apparaître. Donc, effectivement, c'est Mick Pierce, l'architecte, qui est un des grands architectes, entre guillemets, biométisme, du biométisme. C'est un des grands exemples du biométisme, cet exemple de la termitière. C'est vrai que, mais j'ai envie de dire, c'est pas propre au biométisme. Toute solution un petit peu nouvelle de rupture se confronte à un moment donné aux enjeux réglementaires, et donc le biométisme n'y échappe pas. Donc voilà, il va falloir néanmoins, je pense que c'est un autre débat et un autre sujet, mais dans le cadre de la transition écologique, il va falloir quand même s'autoriser un peu d'expérimentation si on veut progresser, parce que sinon on ne fera pas grand-chose si on est tout le temps contraint par la réglementation. Merci. Kalina, on va prendre Delphine Herriot. Merci Richard. Merci à vous. Alors, hop. Ah, le micro est coupé, Delphine. Delphine, ouais, mais ça prend toujours un petit peu de temps. Je crois que Laura va lui ouvrir. Ah, on va t'entendre, Delphine. The floor is yours. Delphine, es-tu avec nous? Pas l'impression qu'on entende Delphine. Alors j'ai peut-être avant que Delphine se connecte, j'ai une question pour toi qui a été posée par je ne sais plus qui. Je suis désolé, mais comment s'intègre, où est-ce que vous intégrez on va dire, quelle est la place du numérique, pour faire plus simple, dans une approche, du biomimétisme? Est-ce qu'il y en a une place importante? Alors, la question, je la comprends dans les deux sens. C'est est-ce que le biométisme s'applique au numérique? Ouais. Ou est-ce que le numérique peut venir au secours et à l'aide du biométisme? Donc, dans les deux sens, je peux répondre dans les deux sens. Le premier, c'est qu'effectivement, le vivant est extrêmement sophistiqué du point de vue de la gestion de l'information, du signal et dans son traitement. Et donc, il y a aujourd'hui un nombre croissant de travaux et ou d'entreprises qui ont été créés en s'inspirant justement de la gestion de l'information et du signal dans le vivant. Donc, le biomimétisme se déploie et se développe dans le domaine du numérique, tant pour les capteurs, les senseurs, des capteurs et des senseurs sobres en plus, que dans des algorithmes plus complexes de traitement du signal, d'apprentissage, etc. Donc ça, ce sont des choses qui se développent largement. À l'inverse, effectivement, il y a un travail qui est mené de façon croissante pour voir comment est-ce que les outils de l'intelligence artificielle peuvent être mis à disposition du biométisme. Et nous, on a notamment recruté un postdoctorant pour travailler à ce sujet avec le Muséum d'histoire naturelle. Voilà, tout à fait. D'accord. Delphine, peux-tu parler? Ou Delphine a toujours son micro coupé. Alors, dans ce cas-là, en attendant, on va prendre la question de Geneviève Brichet.
Et on redonnera la parole à Delphine après. Geneviève, nous t'écoutons. J'active. Oui, je disais que c'est un peu paradoxal de s'inspirer de la nature, donc de choper les bonnes idées dans la nature, pour les utiliser à des fins économiques qui ne sont pas forcément utiles, mais qui sont certainement faites pour faire de l'argent, beaucoup d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là entre les deux? Voilà ma question. Vous avez parfaitement raison, c'est une Geneviève. question extrêmement importante et qui nous préoccupe tous les jours parce que c'est vraiment pas, une fois de plus, notre raison d'être n'est absolument pas celle-ci. Et je vous invite, et pareil, merci Laetitia de le mettre en ligne éventuellement. Nous avons rédigé un manifeste collectif, notamment avec Emmanuel Delannoy, Qui est intervenu ici dans le défi. qui est partenaire et qui est intervenu sur le biomimétisme au service de la vie. Ouais. Voilà. Et donc, on a co-rédigé tous ensemble, Gilles Boeuf est également signataire, un manifeste parce que c'est vraiment la posture et le positionnement que nous voulons avoir et le point de, pas de vigilance, d'exigence que nous avons dans les projets que nous accompagnons. Mais vous avez parfaitement raison de poser la question. C'est une question, faut être cohérent, voilà. Faut être cohérent, tout à fait. C'est un peu la différence entre la biomimétie et le biomimétisme, d'une certaine façon. Voilà, puisque... la différence entre la biométique et le biométisme, le biométisme, on est censé prendre le cahier des charges complet, et le cahier des charges complet, dans les principes du vivant tels qu'ils sont définis par Janine Binus, alors bon, c'est à l'américaine, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est la vie crée des conditions propices à la vie. Voilà. Et donc, voilà. Et nous, on crée des conditions propices à la mort. Il faudrait idéalement s'inscrire dans ce cadre-là. Voilà. Merci beaucoup, Geneviève. Juste une dernière chose, vous vous interdisez, Kalina, de travailler et donc de donner ces bonnes idées à des entreprises qui ne sont pas, on va dire quoi, éthiques, pour résumer le tout. On est extrêmement vigilant sur le choix des entreprises avec lesquelles on travaille ou sinon sur les projets sur lesquels ils nous font travailler. Voilà. Parce qu'après, il y a des entreprises avec lesquelles il faut évidemment être extrêmement vigilant, mais il y a des entreprises qui, voilà, clairement, n'ont pas aujourd'hui le comportement qu'elles devraient avoir et qui cherchent à changer de comportement. Donc, on peut soit fermer toutes les portes et leur dire bah non, tout simplement on ne veut pas travailler avec vous, soit ok, on veut bien vous aider à essayer de vous améliorer, mais on veut que vous jouiez le jeu. Voilà. On veut vraiment que vous jouiez le jeu. Donc on est extrêmement vigilant à ça et on n'accepte pas tous les projets. Non. Merci Kalina. Merci Kalina. Et merci Geneviève. On avait une spectatrice qui n'avait pas pu poser sa question. Est-ce qu'on peut lui réouvrir le micro? Voilà, Delphine, peut-être qu'elle a réussi à récupérer sa connexion. Laura, si tu avais la gentillesse de rouvrir et de retenter qu'on écoute Delphine, ou sinon Delphine, tu peux poser ta question. Si ça ne marche pas, tu peux poser ta question dans le chat à droite. Et comme ça, on pourra répondre à ta question. Voilà, Delphine réapparaît. Donc, le miracle aura lieu. Ah, ça y est, on t'entend Delphine. Chouette. Voilà. Je suis navrée. Non, Bonsoir, merci beaucoup. C'est passionnant cette conférence. Je travaille moi dans la communication dans le secteur de la santé depuis 25 ans. Donc communication, donc reliée, relations publiques, donc et notamment aussi sur des sujets divers de santé publique et scientifique. Donc je m'étonne en fait depuis longtemps qu'on ait du mal à venir dans ce secteur-là davantage, même s'il y a énormément d'applications depuis de nombreuses années, des éléments de preuve. Et j'aimerais savoir à quoi vous attribuez ça. Pourquoi ce secteur spécifique qui a les moyens quelque part par rapport à d'autres, peut-être, en tout cas, qui a les mêmes moyens que dans d'autres secteurs, peine à y venir. Est-ce qu'on est sur une problématique culturelle, sur des problématiques d'intérêt? Je ne sais pas à quoi attribuer ça et je ne me l'explique pas, tant dans le modèle j'ai envie de dire, de communication à l'égard des parties prenantes ou en tout cas et aussi des salariés, comme vous le décriviez tout à l'heure. C'est essentiel d'embarquer, j'ai envie de dire, et de faire de la pédagogie sur le vivant, notamment, je pense, dans ce secteur qui agit sur le vivant et sur la santé et la vie des gens. Donc, j'aimerais beaucoup votre éclairage sur ce point. Oui. Alors, il y a plusieurs freins et vous les avez évoqués. En fait, je pense que le frein, malheureusement, principal, il est culturel.
Il est culturel dans notre relation au vivant, on en a déjà parlé largement. Il est culturel aussi dans la formation. Je ne sais pas quelle est la composition du public, mais pour ceux qui ne sont pas biologistes aujourd'hui, probablement que vos cours de biologie, pour la plupart d'entre vous, se sont finis en terminale. Et probablement qu'un certain nombre d'entre vous ont des souvenirs d'enseignement de biologie où on vous faisait une liste finalement de noms très compliqués à mettre sur une feuille pour faire des légendes. Donc je pense qu'on a malheureusement un problème à la fois de conserver la biologie le plus longtemps possible dans les cursus et d'enseigner la connaissance du vivant aussi un petit peu différemment. Et moi, j'ai été effarée de voir que moi, j'ai eu la chance de pouvoir enseigner pendant quelques années aussi en faculté quand j'étais en thèse. Et j'avais des gens qui étaient en cursus de biologie et qui avaient toujours vécu en ville et qui ne savaient pas différencier une punaise d'un papillon. Enfin, il y a un moment donné, c'est un problème. Et par contre, on leur apprenait, alors ça, ils savaient nommer les segments d'une patte, mais macroscopiquement, ils n'étaient pas bons. Donc, je pense qu'il y a cette déconnexion culturelle, notamment de populations de plus en plus urbaines. Il y a le fait que la formation s'arrête beaucoup trop tôt, et donc ce qui fait qu'après, dans les entreprises, il n'y a absolument pas ce réflexe-là parce que les gens, tout simplement, ne sont pas câblés pour ça. Donc là, je pense que c'est vraiment un des freins majeurs. C'est tout simplement les gens n'ont pas idée de le faire, en fait. Ensuite, il y a un autre frein que je verrais, et là, j'ai envie de dire, c'est pas propre au biométisme, c'est l'inertie dramatique qu'on a dans le management, je pense, et la transformation du management et de la stratégie des entreprises. On l'a vu pour la transition écologique au sens large du terme. J'ai envie de dire quand même, pareil, sur la transition écologique, ça fait longtemps qu'on nous alerte. On voit bien l'inertie. Alors en plus, voilà, on est sur une composante qui est le biométisme. Donc les choses prennent du temps. L'évolution des mentalités prend du temps. Les gens ont toujours besoin de plus en plus de preuves. Alors heureusement, avec l'essor du sujet, à la fois en termes de connaissances scientifiques, en termes de success story à raconter, à la fois des grands groupes industriels, des super PME, on a des PME françaises qui ont eu des succès économiques absolument remarquables dans le domaine du biométisme. Il y en a eu quelques-unes là comme ça, de très belles success stories sur les dernières 5 années. On voit des études de marché qui passent. Donc en fait, je pense qu'il manquait aussi au monde économique l'argument que de la viabilité économique de certaines de ces solutions. Et donc ça a pris du temps. C'est-à-dire qu'ils étaient potentiellement convaincus d'un point de vue purement recherche et développement, mais ils avaient besoin, je pense, que d'autres prennent le risque et de montrer que voilà, il y avait un écosystème qui commençait à être économiquement viable autour du biométisme. Et c'est en train d'arriver. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a un momentum. On a à la fois la connaissance scientifique qui a évolué, les prises de conscience collectives, des success stories qui font qu'aujourd'hui, voilà, ça prend corps et c'est le bon momentum pour que ça se développe. Merci beaucoup. Merci Delphine, merci à toi. J'avais envie de poser une question plus béotienne, plus simple presque, qui était, est-ce que tu pourrais nous citer un exemple d'un travail ou d'un produit ou d'une innovation liée au biomimétisme qui t'est particulièrement bluffé récemment? Quelque chose, tu t'es dit, là vraiment, ce que je fais, mon métier, ma passion, sert vraiment à quelque chose. C'est incroyable ce qu'on a réussi à atteindre grâce à ça. Alors, j'ai envie de dire, je suis fascinée tous les jours parce qu'il y a des choses, d'un point de vue scientifique, c'est absolument fascinant ce qu'on est en capacité de faire. Donc, je ne vais pas les citer tous. J'ai envie de dire, celui qui, pour moi, aujourd'hui, est le plus intéressant en termes d'impact réel, c'est, je pense, tous les progrès qui sont en train d'être faits sur la photosynthèse artificielle, c'est-à-dire essayer de comprendre comment finalement le vivant a misé sur le solaire depuis quasi très longtemps, pas toujours, mais depuis très longtemps. L'entrée principale d'énergie dans toute la biomasse, c'est le solaire. Après, voilà, les herbivores mangent les organismes photosynthétiques qui sont même mangés par des carnivores, etc. Mais l'entrée primaire de toute l'énergie dans toute la biomasse, qui fait vivre toute la biomasse terrestre, c'est le solaire. Et c'est vrai qu'on a des travaux de plus en plus bluffants qui sont menés pour essayer en fait de reproduire des briques en fait de cette photosynthèse, à la fois pour récupérer l'énergie du soleil, à la fois pour séquestrer le CO2 parce que la photosynthèse c'est aussi un moyen évident de séquestration du CO2. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut planter des forêts. C'est que le vivant stocke du CO2. Et donc, je pense que ces voies-là de la chimie pour l'énergie et pour la séquestration du CO2
sont probablement les domaines qui aujourd'hui me bluffent le plus et me font espérer le plus en termes d'impact majeur du biomimétisme sur la société, parce que notre approvisionnement énergétique, la sobriété énergétique d'abord, hein, évidemment, c'est la règle numéro On 1. commence par là, les trois Voilà. R, oui. Mais une fois qu'on a atteint la sobriété énergétique, en plus se dire il nous faut des moyens de production propres. Et ben voilà, cette photosynthèse artificielle, moi j'y crois beaucoup. Après, je vous dis, moi je suis bluffée tous les jours dans le domaine des matériaux, les matériaux vivants, c'est un émerveillement quotidien. Je voyais dans les success stories, là, dans les belles success stories, par exemple, moi je suis fascinée par la découverte. Alors on est plus sur de la bio-utilisation et de la bioexploitation, certes, mais on pourra reparler de justement de la limite éthique à cela. Moi, je suis très impressionnée par ce qu'a réussi à faire Frank Zal. Frank Zal a créé l'entreprise Marina. Et Marina, et en fait, il a découvert que certains vers marins étaient en capacité on le connaissait depuis longtemps, mais en particulier ce ver-là, une hémoglobine capable de séquestrer 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine. Il se trouve que c'est une hémoglobine qui est libre dans le sang et que ce caractère-là fait qu'elle est compatible avec l'homme et universelle. Et donc, ça a complètement révolutionné la conservation des greffes. Là, en ce moment, il est en train de mener des tests dans le cadre du Covid, parce que justement, pour apporter de l'oxygène aux patients, on sait qu'on commence à savoir maintenant que les déficits pulmonaires, c'est pas qu'on observe, et respiratoires qu'on observe, c'est pas un problème pulmonaire, c'est un problème d'oxygénation du sang. Donc, il est en train de faire ces tests-là. Donc moi, je trouve ça assez fascinant comme C'est pas du biomimétisme, ça. C'est pas du biomimétisme, c'est de la bioutilisation, donc c'est pour ça que je dis. Alors bien sûr, il y a l'élevage. On peut changer notre sang en copiant le sang des. Alors voilà, donc je pense que dans les perspectives de Frank Zal, c'est à un moment donné potentiellement de s'affranchir, même de copier la molécule et ne plus avoir à l'extraire du ver marin. Mais c'est vrai que c'est quand même assez fascinant dans justement qu'est-ce qu'on pourrait découvrir, et en allant encore plus loin, là, il a fait de l'élevage parce que voilà, on sauve des vies en même temps humaines, et en même temps on tue des vers, mais on est quand même sur des quantités de vers relativement faibles. Je ne dis pas que ça justifie. Et donc il est en train d'évoluer vers effectivement, je pense à terme, comment moléculairement en fait créer des molécules qui pourraient se substituer à ça et éviter l'élevage. Mais ça, je trouve ça voilà, en termes de promesses par rapport à ce que le vivant pourrait changer aussi, ne serait-ce que pour la santé, des choses assez phénoménales. Et il y en a comme ça toute une série. Mais je vous dis, c'est infini. Et chaque exemple de bio-inspiration est fascinant. Merci. Je passe du coq à l'âne, mais il y a une question que je trouve intéressante de Tatiana. Je te la lis. Je suis étudiante en année sabbatique, un peu perdue après une licence de biologie. Je me demandais quel parcours a été le tien, et sais-tu, savez-vous, quel master je pourrais faire pour m'orienter vers le biomimétisme. Alors, sur la transition écologique, il y a Dauphine, il y a différents masters qui existent aujourd'hui. Il y a le campus de la transition, il y a Engage, il y a les futurs souhaitables. Il y a pas mal de choses, mais en master pur et peut-être plus sur le biomimétisme, qu'est-ce que tu verrais? Est-ce qu'il y a des choses pour rentrer là-dedans? Alors, c'est une question qui devient croissante et c'est superbe. Et c'est pour ça qu'on travaille sur l'enseignement supérieur, justement. Oui. Donc, merci Tatiana pour la question. En fait, j'ai envie de dire, ça dépend aussi des métiers. Il y a plein de métiers du biométisme, en fait. C'est comme si vous dites, je veux m'engager dans le développement durable. Il y a plein de métiers du développement durable. Je veux m'engager dans la conservation de la biodiversité. Il y a plein de métiers pour faire de la conservation de la biodiversité. On peut être sur le terrain pour faire du sauvetage de la conservation. On peut être dans l'administration pour faire bouger les politiques en faveur d'eux. Donc, il y a toute une grande diversité de métiers. Donc, le biométisme, c'est un peu pareil. Alors, mon parcours, moi, je suis de parcours scientifique, je suis ingénieure physico-chimiste de formation, et j'ai eu la chance d'être dans une école qui s'appelle l'ESPCI, qui a été dirigée pendant très longtemps par Pierre-Gilles Degène, qui a un prix Nobel, et qui était complètement pluridisciplinaire dans l'âme, en disant que voilà, un bon scientifique doit être un scientifique pluridisciplinaire, capable d'avoir des bases de haut niveau dans toutes les disciplines pour être en capacité d'être innovant, créatif et faire des liens entre des disciplines qui ne se parlent pas. Et donc ça, je pense que ça m'a énormément influencée et je pense que c'est une des rares écoles en France qui offre encore des formations de biologie assez loin dans le cursus, donc jusqu'en bac plus 5. Ce qui est rare dans une école d'ingénieurs généralistes. Et ensuite, j'ai fait une thèse de biologie. Et donc ce qui m'a permis en fait d'avoir une fois de plus des connaissances dans tous les domaines, ce qui après facilite la compréhension. Du coup, j'ai eu à la fois, après comme j'ai travaillé à Paris Région Entreprises, j'ai eu le contact avec les entreprises, donc j'avais ce background académique qui m'a permis de comprendre la façon de penser des académiques à la fois physico-chimistes et biologistes, et puis après un background dans le domaine de l'économie en suivant les PME, les contraintes des PME, et puis progressivement en travaillant avec le monde économique au sens plus large du terme.
Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément le seul modèle. Et loin de là, je pense que là, il y a des universités qui sont en train de se doter de masters dans le domaine. Il y a des écoles de design qui ont créé des masters dans le domaine. Donc, en fait, je pense qu'il faut commencer à intégrer des briques de biologie et de biomimétisme dans des cursus avec des majeurs. Voilà. Il y a une majeure, un domaine majeur qui est celui qui peut vous intéresser, et ensuite essayer de trouver des établissements dans lesquels on va commencer à vous proposer soit de l'enseignement en biologie, pour avoir cette capacité d'interdisciplinarité, soit directement biomimétisme. Et ce n'est qu'en 2020 voilà, que ces premières formations en France ont été créées. Vous pourrez voir sur notre site web, on a publié un rapport dans lequel on a répertorié l'ensemble des formations disponibles à l'échelle internationale ou éventuellement à l'échelle française dans les modules qui sont en train d'être créés à droite à gauche. Après, je vous dis, il y a plein de métiers différents. Donc, si vous travaillez dans demain être chercheur en biomimétisme, ben, vous avez le temps d'apprendre en fait, parce que vous allez travailler dans une équipe pluridisciplinaire et donc les connaissances, vous allez les acquérir si vous décidez par exemple de faire une thèse. Si vous voulez faire du conseil en biomimétisme, ben, c'est plutôt des parcours comme les miens. Si vous voulez faire de l'accompagnement politique et stratégique, ben, il faut que vous ayez une très bonne connaissance en politique et en stratégie et que vous ayez compris tout simplement les développements du biomimétisme. Un autre métier. Ça dépend très fortement des métiers en fait. Mais voilà, je dirais ayez des connaissances en biologie de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, c'est génial. La biologie est géniale, donc il faut en faire. Ouais. Tatiana, j'ai noté, parce que je les connais bien, la Sustainable Design School aussi à Nice, sur une approche très durable du design. Donc, il y a aussi cette dimension-là, pas forcément très orientée totalement sur le biomimétisme, mais je sais que c'est une formation qui est intéressante. J'avais été voir leur projet, j'ai trouvé ça passionnant. On va bientôt en finir, malheureusement. Donc, j'avais 2 dernières questions à te poser pour conclure. La première, c'est si tu devais décrire tes présents ou tes futurs désirables, enfin, le monde dans lequel tu as envie de vivre, en quelque sorte, à quoi il ressemble? Ou quelle est une de ses caractéristiques que tu voulais mettre en avant? Alors, je vais donner une réponse triviale et puis en plus, c'est une réponse post-confinement. Moi, j'ai envie d'être baignée de nature. Voilà, j'ai envie d'être baignée de nature. J'ai envie, malheureusement, je vis encore en ville et encore, je suis plutôt bien, je suis dans une banlieue parisienne plutôt verte, etc. Mais j'ai envie de retrouver le vivant beaucoup plus présent autour de moi et d'être baignée dans le vivant, immergée dans le vivant. Et voilà, je pense que comme un certain nombre d'autres personnes qui ont eu peut-être le loisir d'observer la nature depuis leur fenêtre pendant le confinement, c'est tout simplement fascinant, absolument fascinant. Et la biodiversité, souvent dans le biométisme, on parle effectivement de la termitière, etc., d'organismes qui viennent de loin, un peu exotiques. Le vivant devant votre fenêtre, un ver de terre, c'est fascinant. Donc voilà, être baigné de nature et puis je pense être en capacité de réobserver le vivant différemment, de recomprendre le vivant et d'interpréter le vivant, ce que savaient faire, je pense, très largement nos ancêtres, que nous ne savons plus faire. Et je pense que ça va être une des clés de l'avenir, de savoir observer et comprendre les signes de vivant et savoir collaborer avec le vivant de façon co-bénéfique. Et puis, je reviens à ce qui a été dit, l'urgence à reconnecter nos enfants avec le vivant. Et je n'ai pas envie de dire reconnecter, à maintenir la connexion, parce que je pense que les enfants ont une connexion innée, je pense, et une appétence et un intérêt inné pour le vivant. Moi, j'observe, j'ai 2 enfants, 2 garçons de 7 et 9 ans. Ça les intéresse énormément, mais il faut l'entretenir. Voilà, il faut l'entretenir parce qu'après, quand ils partent à l'école, on ne leur en parle plus. Quand ils sont dans la cour, ils parlent jamais, ils parlent Pokémon, ils parlent jamais biodiversité, c'est rare. Donc voilà, donc mon futur désirable, c'est un futur baigné de nature avec une humanité réconciliée avec le vivant et des enfants qui s'y baignent aussi en fait, qui ont le lien. Qui ont ce lien-là, voilà, qui ont ce lien-là que je pense une partie de notre génération, de ma génération et peut-être de celle de mes parents ont progressivement perdu. Et il y a une question qui va te faire plaisir, enfin c'est pas une question, c'est une remarque, parce qu'on t'a demandé de choisir 1 ou 2 œuvres d'art ou d'inspiration artistique pour conclure. Et il y a Julien qui te demande, que pensez-vous des projets de Gunther Pauli. Donc, Laura, est-ce que tu pourrais mettre en avant non, je dis n'importe quoi. Pas de Gunther Pauli, d'Antonio Gaudi. Oui, Gaudi. J'ai confondu les deux, quel imbécile. Donc, c'est voilà, Gaudi que tu voulais parler. Alors, effectivement, Gaudi, c'est Laetitia, je ne sais pas si tu arrives à voir la nef de la Sagrada Familia.
Et donc, pourquoi? Alors, c'est un peu un grand classique, un peu cliché du biomimétisme, hein, Gaudi, parce qu'il s'est beaucoup inspiré de la nature. Mais pourquoi j'ai choisi Gaudi? L'art nouveau, quelque part. C'est pas le cliché, c'est que c'est juste une expérience personnelle et je pense que voilà, c'est ça l'art et voilà, l'art de l'architecture. C'est que je suis absolument pas croyante, mais quand je suis rentrée dans la nef de la Sagrada Familia, j'ai eu un moment de grâce incroyable. Et je pense que c'était lié à clairement la composition, la lumière, cette architecture absolument hors norme qui est celle de Gaudi et qui est extrêmement inspirée du vivant. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai choisi cette œuvre d'art-là parce qu'elle m'a profondément marquée émotionnellement, au-delà de l'intérêt intellectuel pur pour l'architecture. Elle m'a marquée émotionnellement, moi qui suis pourtant pas croyante. Donc ça, c'était. Donc on verra peut-être pas la photo de la nef, hein, je sais pas. Elle va peut-être arriver. Peut-être suspense. Le temps de conclure. La nef, effectivement, il y a beaucoup de rappels. Enfin, c'est même la structure, l'architecture, au-delà on va dire effectivement des formes géométriques qui rappellent une canopée et une voilà. Ah, si, voilà. Voilà la nef. Et donc c'est vrai que pourtant on se dit c'est très moderne, c'est pas du tout les églises conventionnelles et vraiment, mais quand on est dedans, je sais pas, voilà, il y a une lumière qui reproduit. Il y a beaucoup de biophilie, voilà, il y a beaucoup de biophilie, ce qu'on appelle la biophilie dans la Sagrada Familia, et c'est vrai que du coup, bon voilà, ça donne une dimension absolument remarquable à cet ouvrage et cette œuvre d'art. Voilà. Merci beaucoup, Kalina. C'était très beau de conclure là-dessus. On va être obligé, malheureusement, de conclure. On n'est pas à l'autre œuvre d'art. Ah, il y avait l'autre œuvre d'art. Tu l'avais. Alors, les deux. Allez, bien sûr, évidemment, Kalina. Laura. Il y a une autre œuvre d'art et il y avait une petite anecdote autour. Aïe. Jérôme, sois sérieux. Allez, deuxième œuvre d'art. Là, voilà. C'est ça? Alors, l'œuvre d'art. Alors, j'ai parlé des espèces exotiques qui n'étaient pas forcément les plus remarquables et j'ai choisi celle-là. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi celle-là. C'est parce que ça a été mon cadeau du confinement, puisqu'elle s'est posée à mon balcon et est rentrée chez nous et a passé 3 semaines chez nous jusqu'à ce qu'on puisse retrouver son propriétaire. C'est une conure. Et c'est un oiseau absolument magnifique. Et donc, on a passé des heures et des heures à l'observer, à le contempler, tellement c'est un chef-d'œuvre naturel, voilà, que cette petite conure. Et donc, voilà, je voulais vous raconter la petite histoire qui allait avec et cet émerveillement que suscite le vivant au quotidien. Merci, Kalina. Du coup, on va déjà te remercier infiniment pour le temps. Merci à vous. La passion, la connaissance autour de ces questions. Et je pense que ceux qui participent au défi biodiversité ont beaucoup apprécié et beaucoup appris ce soir. Ils se sont beaucoup eux-mêmes inspirés du vivant, de toi, en quelque sorte. Voilà, donc c'est très beau et très intéressant. Il nous reste maintenant simplement à dire… Jérôme et toute l'équipe d'Engage, merci beaucoup. Je suis ravie de cette collaboration. Merci beaucoup. Et on va passer, nous, à la session d'intelligence collective. Est-ce que, du coup, Laetitia, tu peux, ou Laura, mettre le lien pour ceux qui ne s'étaient pas inscrits, parce qu'on va commencer tout de suite l'intelligence collective. On a 3 minutes de retard, mais ce n'est pas grave. Juste le mettre, et comme ça, il me reste à te dire au revoir. Merci infiniment. Merci à très beaucoup. Bientôt. Merci pour tous vos gentils messages. Voilà, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup. Et on se retrouve ensuite, certainement au mois de septembre, pour la prochaine conférence action du défi et puis lancement du travail avec les entreprises et le plaidoyer. Voilà, merci infiniment. À très bientôt, à très vite. Merci. Et on se retrouve sur l'autre Zoom. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Bonne soirée. Au revoir.